Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne MedPapers. Notre vidéo pour aujourd'hui, c'est la pharmacologie des antituberculeux. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Les antituberculeux sont soit des antituberculeux majeurs et on a des autres types des antituberculeux qui sont mineurs. On n'en va pas parler. On a 4 antituberculeux majeurs qui sont utilisés pour le traitement de la tuberculose: l'isoniazide, la rifampicine, pyrazinamide et l'éthambutol. Donc, on va commencer par les antituberculeux majeurs, l'isoniazide et la rifampicine. Pourquoi on a associé ces deux antituberculeux? Parce que ce sont les deux antituberculeux qu'on doit utiliser sur toute la période du traitement. Les deux autres antituberculeux, qui sont la pyrazinamide et l'éthambutol, ils sont utilisés seulement pour 2 mois. On va parler après de ce point. Donc, les antituberculeux, l'isoniazide et la rifampicine ont une activité bactéricide, c'est-à-dire ils sont capables de détruire les bactéries de la tuberculose. Les bactéries de la tuberculose sont les bacilles de corps parce que leur concentration elle est supérieure à la CMI des bactéries, c'est-à-dire qu'elles sont supérieures à la concentration moyenne inhibitrice. La concentration de ces antituberculeux elle est supérieure, ça peut dire qu'on a une marge de sécurité thérapeutique. La diffusion des antituberculeux elle est de bonne qualité et permettre d'atteindre les bactéries intra- et extracellulaires de tuberculose. Vous savez très bien que les bactéries de la tuberculose, ça peut être intracellulaire au niveau des macrophages de l'organe où ils résident, ou au niveau extracellulaire. Donc, on va parler de notre premier antituberculeux qui est l'isoniazide. L'isoniazide, c'est un antituberculeux qui est à activité bactéricide, c'est-à-dire qui est capable de détruire la bactérie. Donc, toutes les souches de tuberculose, comme la Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis et le Mycobacterium africanum, par l'inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne. Vous savez très bien, la bactérie de la tuberculose possède une paroi bactérienne. Donc l'isoniazide, elle va exercer une action inhibitrice de synthèse de cette paroi. Donc l'isoniazide, il peut être commercialisé seul ou soit des associations avec les autres antituberculeux majeurs, les autres 3 antituberculeux majeurs qu'on a cités au début de notre cours. La posologie, en fait, la posologie chez l'adulte, c'est facile à apprendre, c'est 4 à 5 mg par kilogramme par jour en une seule prise. Donc la prise de les antituberculeux se fait une seule fois par jour. Et pour l'enfant, c'est 5 à 10 mg par kilogramme par jour. Donc, c'est très facile à apprendre cette posologie. C'est très important que vous connaissez les effets indésirables. C'est une question qui se pose toujours dans les examens, etc. On parle de l'hépatotoxicité. Donc, en fait, l'isoniazide peut donner des effets hépatotoxiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, lorsqu'on va faire les bilans des transaminases, les azates et les alates, on va trouver ces transaminases, des cas rares d'hépatite aiguë, donc, etc. Par contre, on a un autre effet qui est les neuropathies périphériques. Les neuropathies périphériques, c'est attribué à l'interférence avec le métabolisme de la pyridoxine, apparaissent surtout chez les sujets alcooliques, les patients de nutri et les diabétiques, les insuffisants rénaux, les patients acidulateurs, donc des neuropathies périphériques et l'hépatotoxicité. Et d'autres effets indésirables comme les troubles neuropsychiques, surtout chez le sujet âgé, et l'anémie hémolytique et le lupus induit. Le lupus induit, c'est l'un des lupus qui sont induits par des médicaments. Dans notre cas ici, c'est l'isoniazide. La pharmacocénie, l'absorption orale, elle est bonne, mais elle est diminuée par la prise alimentaire. Ce portionnaire, on a dit
que l'isoniazide doit être pris à jeun. Donc la pique plasmatique après 1 à 2 heures après la prise. Diffusion excellente et rapide dans tous les tissus et les séreuses. Donc elle pénètre dans les macrophages cellulaires. Excellente diffusion dans le LCR. Donc la fixation protéique elle est faible. Donc métabolisme surtout au niveau du foie. Ainsi c'est l'isoniazide. Ici l'isoniazide elle est un antituberculeux qui peut être donc commercialisé seul ou une association avec les autres antituberculeux. Les effets utiles en clinique, on sait très bien que l'isoniazide, la seule indication de l'isoniazide, c'est très facile à apprendre, c'est la tuberculose. Par contre, contrairement aux autres antituberculeux qui peuvent être utilisés dans des autres pathologies, on passe à la rifampicine. La rifampicine, c'est la deuxième antituberculeux qui est bactéricide comme l'isoniazide, mais l'activité bactéricide se fait au niveau du génome, contrairement à l'action de l'isoniazide. Donc c'est la bactérie et c'est le génome bactérien. Donc l'action de la rifampicine se fait au niveau du génome bactérien par le blocage de la transcription. Le blocage de la transcription par la liaison covalente à l'ARN polymérase. On sait très bien que l'ARN polymérase elle permet la transcription de l'ADN en ARN messager, mais inhiber cette transcription. Donc là, ici on a, comme on a dit, donc cette liaison inhibe l'initiation de la transcription de l'ADN et la formation de l'ensemble des ARN messagers, des ARN de transfert, des ARN ribosomaux. Donc, ici, dans la pharmacocinétique, comme l'isoniazide, la rifampicine, elle a une bonne absorption orale, mais diminuée par la prise alimentaire et il est pris à jeun comme l'isoniazide. La diffusion tissulaire, elle est bonne de fait de sa liposolubilité, mais contrairement à l'isoniazide, la rifampicine, elle a une faible diffusion dans le LCR. Donc, comme l'isoniazide, la rifampicine, elle est éliminée principalement par voie biliaire. Donc, le spectre d'activité, contrairement à l'isoniazide qui va agir seulement sur les bacilles de corps, les indications de la rifampicine, elles sont un peu élargies. Elles sont utilisées comme les infections à mycobactères, les infections à staphylocoque, les légionnelloses et les brucelloses, les méningites à méningocoque en ménothérapie. Rifampicine possède des effets indésirables qui sont digestifs, hépatotoxiques comme l'isoniazide, qui est utilisée en monothérapie. Surtout, on a dit que la rifampicine, elle peut être utilisée comme un traitement prophylaxique de la méningite à méningocoque seulement. L'hépatotoxicité de la rifampicine, elle est modérée, avec une élévation de la transaminase, élévation des transaminases comme avec l'isoniazide, réversible à l'arrêt de traitement. La plupart des toxicités hépatiques sévères sont donc observé à l'association de la rifampicine à l'isoniazide ou pyrazinamide. Donc, on passe à la pyrazinamide. La pyrazinamide, c'est un antituberculeux qui est bactéricide, mais qui va agir sur les bacilles intracellulaires. Donc, contrairement aux autres antituberculeux comme qu'on a cité, c'est-à-dire l'isoniazide et la rifampicine, la pyrazinamide, elle va agir seulement sur les bacilles intracellulaires. Donc, ou les bacilles qui sont un métabolisme lent qui existe actif. Donc, les pyrazinamides, il va nécessiter un pH acide et la présence de pyrazinamidase et qui permet de transférer la pyrazinamide en acide pyrazinoïque, le composé actif qui agit en inhibant la synthèse des acides gras à chaîne courte de BK. Donc, l'action de la pyrazinamide qui se fait seulement sous sa forme active qui est l'acide pyrazinoïque, elle permet de synthétiser les acides gras. Contrairement à la rifampicine et l'isoniazide, elle va inhiber seulement la synthèse des acides gras des bacilles de corps et non pas elle va faire une liaison covalente à l'ARN messager comme la rifampicine ou d'inhiber la synthèse de la membrane bactérienne.
comme l'isoniazide, la seule indication de la pyrazinamide, c'est le traitement de la tuberculose. Utilisé comme un traitement curatif de la tuberculose maladie ou le traitement de la primo-infection symptomatique. On sait très bien que la tuberculose, elle passe soit par une phase de primo-infection, c'est la première phase, ou la phase de la tuberculose maladie, qui est la maladie lorsque le germe va réactiver. On sait très bien qu'on a un traitement prophylactique des malades qui sont immunodéprimés, comme les patients qui sont VIH positifs, qui vont développer un risque de tuberculose ou des autres infections opportunistes. Pyrazinamide, donc c'est le spectre antibactérien du pyrazinamide, il comporte seulement les bacilles de corps. Les bacilles de corps, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum et le Mycobacterium bovis. Donc, surtout, malgré que la pyrazinamide est bactéricide sur les populations intracellulaires des bacilles, mais elle est surtout active sur les bacilles intracellulaires. L'éthambutol, c'est le dernier antituberculeux majeur. Il est également utilisé seulement comme un traitement curatif de la tuberculose et soit de la tuberculose active ou de la primo-infection symptomatique. Le spectre antibactérien, c'est comme la pyrazinamide, seulement les mycobactères du complexe tuberculosique. Aux autres antituberculeux, l'éthambutol, c'est le seul qui est bactériostatique, c'est-à-dire qui permet de la croissance bactérienne et non pas tuer les bactéries. L'éthambutol, non pas comme la pyrazinamide, il va agir seulement sur les populations extracellulaires des bacilles. Donc, retenez très bien que les effets indésirables de l'éthambutol, c'est le seul antituberculeux majeur qui va donner une névrite optique rétro. Une atteinte de la vision colorée. La vision colorée, elle est atteinte. Je vais colorer ces mots pour que vous puissiez apprendre. Ici, donc, atteinte de la coloration, donc de la vision de couleur rouge et vert. Mais cette névrite optique rétrobulbaire, donc c'est une atteinte de la vision de couleur qui est l'effet indésirable. C'est une caractéristique très bien, c'est une caractéristique qui est importante, réversible à l'arrêt de traitement, mais c'est une atteinte grave, donc elle peut donner une cécité, donc qui nécessite l'arrêt définitif du traitement. La présence, en fait, aussi du rage cutané, donc l'autre effet indésirable de l'éthambutol, mais qui est rare, qui est exceptionnel. Donc, on a parlé ici des antituberculeux, mais les 4 antituberculeux, ils peuvent être associés en un seul médicament. Donc, on a dit que le seul médicament qui peut être soit utilisé, donc c'est antituberculeux qui peut être utilisé soit en monothérapie, c'est-à-dire un seul type antituberculeux, ou en bithérapie, ou en association. Donc, c'est très important de comprendre le schéma qui est utilisé pour le traitement de la tuberculose. Donc, la durée du traitement, c'est de 6 mois. Donc, la tuberculose, maladie, la durée du traitement par les antituberculeux, c'est de 6 mois. Donc, 2 mois, on va utiliser toutes les antituberculeux, donc toutes les antituberculeux majeurs. C'est-à-dire, on va utiliser un médicament qui est formé par la rifampicine, l'isoniazide, le thambutol et pyrazinamide à la fois. Et puis, 4 mois de bithérapie. 4 mois de bithérapie, seulement les deux antituberculeux qu'on a parlé, les 2 antituberculeux, l'isoniazide et la rifampicine, chez l'adulte. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne.